Bonjour à tous. Alors je vous retrouve mes chers étudiants pour vous parler du désir chez Deleuze. Donc j'interromps quelques temps le cours sur Ne rien désirer, je vous proposerai un film dans quelques temps. Pour la partie 3, vous avez été assez nombreux, autant au lycée Joffre qu'au lycée La Merci, à me demander une mise au point sur cet auteur difficile. Vous aviez dans le corpus Le désir 2 textes qui sont des extraits des dialogues entre Deleuze et Claire Parné, datant de 1977, où Deleuze s'explique sur sa conception du désir. Alors sachez que ces dialogues sont une mise au point sur un texte antérieur de Deleuze, coécrit avec Félix Guattari, qui s'appelle L'Anti-Oedipe et qui est paru en 1972. Ce texte-là est difficile, il a fait l'objet ou le débat durant la période des années 70, et donc Claire Parné décide de demander à Deleuze de clarifier un petit peu sa réflexion sur le désir et de revenir peut-être sur quelques contresens qui ont été faits sur ce texte, qui a été mal interprété, mal compris dans les années 70. Donc c'est à cette tâche que se consacre Deleuze dans ses dialogues, à éclaircir le propos sur sa représentation du désir. Ce désir, il le repense, puisque d'après lui, on l'a mal pensé. Et on l'a mal pensé parce qu'on est soumis à un héritage qui est essentiellement platonicien. Platon domine encore l'histoire de la culture dans les années du XXe siècle, notamment en la figure de Lacan, qui, vous le savez, faisait une relecture du banquet de Platon et considérait en effet que le désir était lié à la castration et au manque. Ce désir-manque, eh bien, c'est la thèse que va essayer de contester ici Deleuze, en se revendiquant de 2 auteurs qui, d'après lui, ont été négligés et qu'il faut remettre en quelque sorte au goût du jour, qui sont Spinoza, l'amour-puissance, et Nietzsche, le grand désir. Donc, faites le lien, Deleuze se situe plutôt dans la tradition de Spinoza et de Nietzsche, et pas du tout dans la position platonicienne ou lacanienne. Alors rappelons brièvement que dans le banquet, le désir naissait du manque. On était face à l'absence de quelque chose et on faisait des efforts pour reconquérir cette chose qui nous manquait. Eros était le fils de Pénia, il était le fils du manque, de la pénurie, de la pauvreté. Donc on voyait dans le désir l'expression d'un manque. Or précisément, Deleuze nous dit, lorsqu'on a cette représentation-là du désir, eh bien ça nous empêche de voir combien le désir est puissant. Le désir peut s'orienter vers plein de voies et le penser comme manque, c'est finalement envisager trop peu de voies relativement à toutes les voies, je pense VOIE-S, d'accord, c'est-à-dire les chemins que le désir peut emprunter. Donc il s'agit de rouvrir en quelque sorte les différents chemins empruntés par le désir en dépassant cette représentation platonicienne ou lacanienne qui le rend trop étroit aux yeux de Deleuze. La première idée qui va être développée ici, c'est que le désir qui a été associé au manque a été associé à une représentation négative du vide, alors que le vide est une notion plus neutre, qui peut être autant pensée de manière positive que négative. Il propose donc Deleuze de distinguer le vide du manque. Le vide n'est pas le manque. Vous avez tout un développement dans le premier texte de votre petit manuel sur le désert. Le désert, c'est du vide, mais c'est du vide qui peut être très très bien vécu par les nomades, par exemple, qui y vivent de manière très positive et qui ne considèrent pas que ce lieu est un lieu de manque. Donc celui qui sait vivre dans le désert a une représentation positive du vide, de la même façon que dans la musique, il y a des blancs, il y a des moments de silence, et que c'est précisément par ces moments de silence-là qu'on va pouvoir créer de la musique. Il n'y aurait pas de rythme sans silence. Donc vous le voyez ici, le vide n'est plus négatif, il n'est plus pensé comme manque, il est absolument distinct. Et les référents qui sont ceux de Deleuze sont des référents d'astrophysiciens. En effet, ça l'intéresse, l'approche géographique, spatiale, l'intéresse tout particulièrement. Et donc le vocabulaire qui est le sien est souvent un vocabulaire de physicien ou d'astrophysicien. Il nous dit, regardez dans l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du vide, et à l'intérieur du vide, il y a des particules de matière qui sont en mouvement et parfois se rencontrent, créent des corps célestes par exemple. Et le désir, finalement, ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le désir, c'est comme une étoile. Alors peut-être qu'on peut faire le lien avec l'étymologie, bien évidemment, qui évoquait l'éloignement de l'étoile. Mais là, c'est l'étoile elle-même, finalement, qui est décrite comme désir. Il y a dans le vide des particules. Ces particules s'attirent. C'est l'attraction universelle. Elles s'attirent parce qu'il y a en elles une puissance qui les pousse à se rencontrer. Et donc, cela forme des corps sans organes, dit Deleuze, comme les étoiles, par exemple.
Et l'avantage, c'est que ces corps vont illuminer, une étoile c'est lumineux, illuminer l'espace, c'est-à-dire que le désir a vraiment quelque chose de positif en lui, de très beau, il est ce qui illumine le monde. Donc dans les dialogues avec Claire Parné en 1977, dont les 2 textes que vous avez sont extraits, Deleuze s'explique sur ce point en écrivant ceci: « Le désir est strictement immanent à un plan auquel il ne préexiste pas, où des particules s'émettent, des flux se conjuguent. » Donc vous avez bien cette idée de particules qui se rencontrent, de flux qui se conjuguent. L'idée de la conjugaison, de la rencontre, justifie tout à fait donc que le fait que l'existence des corps soit liée à du désir. C'est parce qu'il y a des particules qui se sont en quelque sorte attirées les unes les autres, conjuguées, des flux qui se sont conjugués, que des corps existent. Il n'y a désir, écrit-il, que pour autant qu'il y a déploiement d'un tel champ, propagation de tels flux, émission de telles particules. Donc vous avez du vide dans l'univers, et en fait, qu'est-ce que c'est que le désir? C'est ce qui traverse le vide et crée des corps à l'intérieur de ce vide. Et ces flux, vous le constatez, sont une réalité physique, c'est pour cela que Deleuze tient vraiment au fait, on y reviendra, que le désir n'est pas subjectif, il n'est pas un fantasme à l'intérieur de l'âme de quelqu'un, il n'est pas une pure subjectivité, il est objectif au sens où il existe comme une force physique, comme un flux existe dans l'univers. Le désir, c'est la propagation des flux, et c'est en cela qu'il est, dit-il, une production, un terme sur lequel on pourra être amené à revenir. J'aimerais, dans un deuxième temps, vous expliquer pourquoi l'auteur ne cesse de nous parler de machine dans les textes que je vous ai soumis à la lecture. Le désir, donc, est l'expression de flux qui court en tous sens dans l'univers. Et qu'est-ce qui court en tous sens dans l'univers? C'est de la matière. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une assimilation ici entre le désir et la matière, une représentation presque matérielle du désir. Et cette matière, lorsqu'elle en rencontre une autre, lorsqu'un désir en rencontre un autre, elle crée des corps qui sont comme des rouages de machine. C'est-à-dire que les particules s'agrippent les unes les autres dans des rouages, dans des pièces qui forment petit à petit une machine. Alors c'est vrai que ce vocabulaire mécaniste est un petit peu surprenant, on a plus l'habitude de parler des corps ainsi, mais rappelez-vous que lorsque Descartes disait que notre corps était une machine, il cherchait bien évidemment à restituer cette dimension purement physique, matérielle du corps. Eh bien, on a quelque chose d'assez similaire ici concernant le désir chez Deleuze. Donc le désir est dans l'Anti-Oedipe, dans cet ouvrage clé, indissociable de machine. Alors attention à ce mot machine, qu'est-ce qu'il désigne exactement? Il désigne des pièces qui se joignent, des mécanismes, des rouages, des flux ou des particules qui se sont rencontrés. Donc attention, il ne s'agit pas du tout de ne considérer que le sens technique du mot machine. Ce n'est pas les machines telles que les hommes les produisent à partir de rouages mécaniques. En effet, les machines ne sont pas simplement les produits de la technique, elles sont aussi ce qui va pouvoir qualifier le vivant. Nous, êtres vivants, nous sommes des machines, nous sommes des ensembles de particules qui ont été créées parce que 2 êtres désirants, nos parents par exemple, se sont unis. Idem pour la société. La société est envisagée comme étant une machine, elle aussi. Pourquoi? Parce que des individus, eux-mêmes machines, se sont unis pour créer quelque chose qui est la machine sociale. La machine sociale, finalement, c'est rien d'autre que différents agencements qui ont été opérés en son sein et qui sont composés d'éléments, nous-mêmes. Le désir ne doit donc pas être pensé chez Deleuze à la simple échelle individuelle, mais aussi au niveau des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a dans le désir une puissance. Cette puissance s'exprime soit au niveau de la petite échelle individuelle qui est celle de l'homme, mais également à des niveaux plus vastes qui sont ces échelles sociales. D'où un vocabulaire qui peut être un petit peu surprenant et que vous avez peut-être pu remarquer. Il parle de niveau moléculaire, donc là au niveau moléculaire on serait dans le petit, dans l'échelle individuelle, mais également de niveau molaire qui serait une échelle plus grande pour déterminer le désir, donc à des échelles différentes. Il utilise ce vocabulaire, soit niveau moléculaire, soit niveau molaire. Ce qu'on constate, c'est qu'au fond, le désir il est partout. Il est partout parce qu'il n'est pas seulement dans la psyché d'un être humain. Et d'ailleurs, l'auteur cherche absolument à montrer que le désir est réel, qu'il n'existe pas dans la psyché, il n'est pas un fantasme que l'être humain a en lui-même, il est une production réelle, un agencement de flux réels qui font les hommes, les femmes, les mondes et les corps.
Donc on est vraiment dans une démarche qui consiste à dire que le désir est à l'origine de tout ce qui est. Alors c'est vrai que penser le désir ainsi, comme force productrice, comme production, revient à se revendiquer d'un héritage. Cet héritage, c'est celui de Spinoza et de Nietzsche. J'aimerais le développer très rapidement. Alors pour Spinoza, vous vous souvenez de cette idée du désir comme puissance, appétit. Je vous renvoie donc à mon cours sur cet auteur, sans développer davantage. Pour Nietzsche, là aussi, Nietzsche, dans un texte que vous avez d'ailleurs aussi dans votre petit manuel de corpus, parlait de vertu qui donne. Il disait que le désir, le grand désir, c'est une vertu qui donne. Comment interpréter cette notion et faire le lien avec le texte de Deleuze ? Vous êtes d'accord que la vertu qui donne est une représentation très positive. On ne nous parle pas de manque, on nous parle de don. C'est une notion très très belle, le don, qui suppose qu'on ne manque pas. Quelqu'un qui donne, il donne parce qu'il y a en lui suffisamment pour qu'il soit généreux. S'il manquait, il ne donnerait peut-être pas, il n'aurait pas cette générosité-là. Donc, si l'âme donne, une vertu qui donne, si l'âme donne, c'est qu'elle ne manque pas. Donc chez Nietzsche, il y a bien cette représentation d'un désir qui ne repose absolument pas sur du manque, parce que le grand désir, c'est celui qui précisément est absolument généreux. Si l'âme donne, c'est parce qu'elle est profuse, elle est riche. D'où le vocabulaire utilisé dans le texte, page 171 de votre manuel, dans Ainsi parlait Zarathustra, où l'auteur nous dit, à propos de l'âme qui donne, qu'elle est lourde et débordante de richesse, qu'elle est un cep, au sens du cep de vigne, chargé de mamelles gonflées, de grains dorés et serrés. Vous avez ici les métaphores de la profusion agricole et naturelle. Les mamelles sont gonflées, les grains sont dorés. Il y a profusion et c'est pour cela que l'on est capable de donner à l'autre. Donc le désir chez Deleuze, c'est le grand désir au sens nietzschéen du terme, une force, un flux qui produit et qui produit généreusement tous les êtres qui existent. En sautant par-dessus le vide, dit Deleuze, des agencements vont être produits. Il les appelle plan de consistance. Alors j'aimerais revenir sur cette expression qui n'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de consistance ? Il appelle ça aussi le plan d'immanence. Ces deux notions se recoupent complètement ici, chez Deleuze. Alors, le plan de consistance ou d'immanence, c'est ce qui résulte de la rencontre des flux, de la rencontre des particules. C'est l'accouplement d'éléments hétérogènes qui fabriquent des corps, des hommes, le monde, etc. Et l'exemple, on va dire Princeps, qui illustre d'après lui ce plan d'immanence, cet accouplement d'éléments hétérogènes qui fabriquent de nouvelles choses, c'est la rencontre fabuleuse, la symbiose qui va relier une orchidée et une guêpe. La guêpe est captée par l'apparence de l'orchidée et cette guêpe qui va être captée va assurer la fonction d'organe reproducteur pour l'orchidée et va générer un nouvel être qui sera une nouvelle orchidée. Donc il y a dans cette espèce de capture quelque chose de très beau, une symbiose qui fait que des êtres se désirant ont créé de l'être. C'est ce qu'il appelle donc le plan de consistance. C'est immanent, il n'y a rien au-dessus qui serait à l'origine de cette rencontre. On est vraiment dans une représentation de la nature naturante ici. Alors Deleuze, excusez-moi, pourquoi j'ai dit Zeus, n'importe quoi. Deleuze distingue deux types de plans sur lesquels donc une vie peut se distribuer. Donc le plan d'immanence dont on vient de parler, et puis également le plan d'organisation qu'il appelle également plan de transcendance. Donc je reprends, deux types de plans se distribuent dans l'existence. Un plan d'organisation transcendant ou un plan de consistance immanent. Je reviens sur cette idée du plan d'organisation qui s'oppose donc au plan d'immanence, au plan de consistance. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'organisation ? Eh bien, c'est un plan qui va assujettir les individus à des éléments transcendants. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné, dans notre vie ou dans notre pensée, quitter le pur plan d'immanence et considérer qu'il y a quelque chose derrière. Ce quelque chose, ça peut être Dieu, ça peut être un arrière-monde, ça peut être tous ces éléments que l'on va juger comme étant au-delà de la vie immanente, à savoir la transcendance. Ce plan est appelé plan d'organisation puisqu'on considère que ce qui est là, ce que nous voyons, ce qui est immanent, est organisé d'en haut, est organisé par le Dieu, le monde des idées, etc. Ce plan d'organisation va assujettir le plan d'immanence
comme lorsque, par exemple, c'est Dieu qui te demande à toi, homme, de faire pour lui des sacrifices. Tu es assujetti à un plan de transcendance. De la même façon, lorsque tu obéis à une loi, cette loi émanant de Dieu soi-même, pensez par exemple à l'Ancien Régime où le roi est lieutenant de Dieu sur terre, eh bien se soumettre à la loi de l'État, la loi de la morale chrétienne, etc., c'est à chaque fois assujettir un individu à un élément transcendant. Je cite Deleuze, le plan d'organisation dispose toujours d'une dimension supplémentaire et transcendante. Le plan de composition plus ou moins caché d'un dessein ou d'une loi, humain ou divin, qui organise et oriente l'évolution des formes et le développement des sujets. Je la commande brièvement, cette phrase. Donc on nous parle bien évidemment de quelque chose comme un élément transcendant supplémentaire, donc par-delà ce que nous voyons, ce que nous expérimentons, il y a quelque chose de supplémentaire. Et c'est cette chose supplémentaire qui organise dans des projets, dans des desseins EINS, plus ou moins cachés, que ces desseins soient des lois humaines ou des lois divines, la manière dont on va, nous, êtres humains, exister, vivre. Pour Deleuze, le plan de transcendance est un plan d'assujettissement. L'individu est obligé de se soumettre et de faire taire souvent son désir pour le soumettre à la loi, qu'elle soit morale, étatique, juridique, etc. Alors, à ces plans de transcendance s'opposent donc les plans de consistance. Et ces plans de consistance vont être des moyens pour lutter contre l'assujettissement. Lorsque, par exemple, je prends cet exemple parce que nous avons travaillé sur le sadisme il n'y a pas très longtemps dans une colle, lorsque Sade décide de rompre avec la loi morale, religieuse, et de s'adonner à une sexualité qui est celle du sadisme, eh bien, il est dans une certaine mesure une sorte de révolutionnaire qui décide de choisir le plan de consistance contre le plan de transcendance. Il refuse d'être assujetti aux lois de l'État ou aux lois de la divinité, et il ne s'assujettit à rien, puisqu'il laisse simplement s'exprimer en lui le désir, c'est-à-dire l'existence même de flux qui le traversent. Donc on pourrait considérer que le plan de consistance, c'est ce qui va s'opposer à tous les plans d'organisation visant à assujettir l'être humain en le soumettant à Dieu, à l'État, à la morale, à des lois et à des interdits en général. Et Spinoza aurait eu justement ce mérite de concevoir ce plan d'immanence à propos du conatus, contre les tenants de la loi ou de l'ordre, qu'ils soient des philosophes ou des théologiens en son temps. Alors prenons un exemple d'individus qui font parler d'abord le plan de consistance en refusant de se soumettre à des plans transcendants d'organisation, les artistes. Les artistes, notamment les artistes romantiques, les artistes modernes, ont refusé de se soumettre aux règles de l'art, aux lois. Les révolutionnaires, eux aussi, au sens politique du terme cette fois, sont des hommes qui sont des insoumis à l'endroit des lois de l'État. Deleuze écrit à leur propos, ils savent, donc ces révolutionnaires ou ces artistes, que le désir étreint la vie avec une puissance productrice. Donc ce sont des hommes qui sont conscients de la puissance du désir et qui s'y abandonnent en quelque sorte, d'autant plus librement qu'ils savent que ce désir est producteur. C'est-à-dire qu'ils vont être créateurs lorsqu'ils laisseront ce désir s'exprimer. Il écrit un peu plus loin, « Vivre ou penser ne signifie pas suivre les épisodes ordonnés d'une histoire préétablie, mais sélectionner des rencontres et des vitesses, construire un plan et consister sur sa surface, tracer des orientations, des directions, des entrées et des sorties, une géographie dynamique plutôt qu'une histoire. » Alors Deleuze se revendique beaucoup de la géographie. La géographie, c'est le fait de créer des tracés, c'est le fait d'orienter. Si vous êtes soumis à un plan de transcendance, eh bien, vous suivez une histoire préétablie. Ça peut être le destin. Pensez à Oedipe. Oedipe n'est pas quelqu'un qui exprime son désir, il est quelqu'un qui suit une histoire préétablie qui est celle qu'on lui a annoncée. Bon. Ici, on est dans l'anti-Oedipe, on est dans l'anti-destinée. L'individu qui va vraiment désirer au sens plein du terme, qui va vivre au sens fort, c'est celui qui va sélectionner, dit-il, des rencontres et des vitesses, c'est-à-dire qui va par exemple choisir d'aller vers une personne parce qu'il sent que quelque chose doit se nouer ici même, il en a l'envie, il sent qu'il y a dans cette rencontre par exemple quelque chose qui peut être créateur pour lui-même.
Il va donc être le constructeur d'un espace nouveau. Autant dans le plan de consistance, vous vous soumettez à quelque chose qui est ancien, hein, une histoire préétablie, autant dans le plan d'immanence, vous êtes le créateur d'un nouvel ordre, d'une nouvelle existence. Deleuze entend par là donc que la vie est plutôt du côté du désir, du conatus qui produit, qui crée, qui trace, alors que les plans d'organisation, déjà tracés, tout tracés, la vie du bon chrétien par exemple, etc., sont des plans qui limitent, interdisent certains de nos désirs. Le manque, donc, vous le voyez, n'est pas du tout l'état naturel du désir, mais seulement son aliénation. Et d'après Deleuze, je trouve que cette thèse est assez forte, eh bien, c'est précisément les plans, ce sont les plans d'organisation qui ont créé le manque. Si ces plans font du désir l'expression du manque, c'est précisément parce qu'ils sont eux-mêmes manque de désir. Je reprends cette idée qui est très puissante. Hein. L'auteur semble suggérer que nous avons créé des plans de transcendance et que maintenant, ces plans de transcendance que nous avons créés, hein, la religion, l'État, c'est nous qui en sommes les créateurs. Nous avons été créatifs à un moment donné, mais nous avons créé des structures qui sont maintenant là pour nous interdire de désirer, pour limiter notre désir, c'est-à-dire qui ont créé le manque, la frustration et le fait de structures organisant le désir en le limitant, en le frustrant. Donc ce sont des formations sociales qui font entrer le manque dans le désir et non l'inverse. Ces désirs ont en quelque sorte été les créateurs de leur propre destruction. Alors, je reviens sur un point qui me semble intéressant et qui est le positionnement de Deleuze par rapport à la psychanalyse. Pourquoi ce refus de la psychanalyse? Pour plusieurs points. D'abord, parce que d'après Freud, je reviens à Freud, et puis Lacan, bien sûr, va tout à fait dans ce sillon-là. L'objet du désir est bien sûr la chose la moins importante, et ça, de ce point de vue-là, Deleuze est assez proche de Freud. L'objet du désir n'est pas la chose importante, c'est le désir lui-même qui est important. Mais lorsque Freud disait que l'objet du désir n'était pas important, c'était pour nous faire basculer de l'objet au sujet. Ce qui était important, c'était ce qui se passait dans le sujet. Le désir était un élément subjectif, lié à notre inconscient, donc on était passé du désir dans l'objet à un désir dans le sujet. Avec Deleuze, la position est beaucoup plus radicale. Il s'agit de considérer que le désir ne manque pas d'objet, puisqu'il est sans objet, donc ça c'est un point sur lequel il est à peu près d'accord avec Freud, puisqu'il vise sa propre prolongation. Vous êtes d'accord que le désir ne vise pas un objet, mais son propre prolongement en tant que désir, donc de ce point de vue-là, rien de nouveau. En revanche, il reproche à la psychanalyse de considérer que, de toute façon, tout se situe au niveau du sujet et que ce sujet est largement influencé par papa-maman. C'est comme ça que Guattari et Deleuze ironisent sur la psychanalyse. Tous nos désirs seraient liés à des objets paléatique. Vous vous souvenez de la thèse de Lacan sur l'objet paléatique qui serait la rencontre d'une jouissance lorsque nous étions, par exemple, au plus près de notre mère, venant de naître d'elle, nous avons été coupés d'elle et nous sommes dans cette espèce de reconquête. Toute notre existence, nous cherchons à travers des objets agalmatiques, cet objet paléatique, cette chose que nous avons perdue pour toujours. Comme si au fond le désir était toujours défectueux, aucune satisfaction n'est possible puisque l'objet du désir est derrière soi. Donc on sent bien que la représentation finalement freudienne ou lacanienne du désir est très négative dans la mesure où on ne se satisfait jamais, l'objet du désir est derrière soi, et puis nous sommes nous-mêmes trompés par nos propres projections, nous recherchons un objet, il est brillant, il est agalmatique, mais il ne nous satisfera jamais, c'est-à-dire que le sujet projette sur n'importe quel objet ce qui est en lui, à savoir sa propre psyché inconsciente. Donc, lorsque Lacan, finalement, interroge le désir, c'est dans une représentation qui est l'héritage platonicien du désir comme manque, et puis surtout, il l'associe à la notion d'interdit. Comment le désir se constitue? Il se constitue essentiellement par l'intériorisation des interdits sociaux, culturels, familiaux, c'est ce qu'on appelle le surmoi, si bien que le désir, il est structuré par la loi, par l'interdit. Qu'est-ce que je désire? Je désire essentiellement ce qu'on m'interdit de désirer, précisément. Or, ici, Deleuze veut mettre à distance le désir et la loi. Le désir appartient au plan d'immanence,
et la loi au plan de transcendance. Le désir ne se structure pas à partir de la loi du tout. Le désir, c'est précisément ce qui traverse, lutte contre les plans de transcendance. Donc, lorsque Deleuze s'en prend à la psychanalyse, c'est parce qu'il y voit finalement la reconduction d'un système d'interdits. De la même façon que la société produit des interdits, eh bien, le lacanisme ne ferait non pas, ne nous libérerait pas de ces interdits et de ces lois, mais les reconduirait à sa manière, en nous rappelant que le désir est toujours structuré par des interdits. C'est le fameux malaise dans la civilisation. Si nous sommes si mal, si nous sommes dans le malaise, c'est parce que nous sommes confrontés en permanence à des interdits. Alors bien évidemment, on pourrait, et c'est l'objet de ces dialogues de Deleuze avec Madame Parné, on pourrait croire que Deleuze, c'est un 68ard. Alors déjà, la date de parution, 1972, très très proche de mai 68, on pourrait croire que c'est un homme donc, qui nous incite à la transgression, à la fête. Et donc, dans les textes que vous avez dans votre manuel, Deleuze met les points sur les i en disant « il ne s'agit absolument pas pour nous », Guattari et Deleuze, de défendre, d'apporter un support intellectuel à cette démarche des 68 arts qui était de jouir sans entrave. Alors pourquoi? On va essayer d'expliquer ce qu'il en est. Eh bien, Deleuze n'incite absolument pas, d'après lui, à la fête ni à la transgression. Le contexte de parution, donc après mai 68, ne doit pas nous induire en erreur. Il ne s'agit absolument pas pour Deleuze de prôner une sexualité qui serait débordante, un hédonisme, une espèce de peace and love, etc. Ils vont même, ces deux auteurs, donc Guattari et Deleuze, montrer que pour comprendre le désir, il faut, dans une certaine manière, refuser le plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir, c'est la destruction du désir. Si je veux valoriser le désir comme puissance, il ne faut surtout pas le satisfaire. Et il nous dit cette phrase que je trouve extraordinaire, l'ascèse a toujours été la condition du désir. L'ascèse a toujours été la condition du désir, et non, dit-il, sa discipline ou son interdiction. Donc, gros contresens de l'histoire de notre civilisation judéo-chrétienne, on a cru que par l'ascèse, on allait discipliner et interdire le désir. Pas du tout, on a fait exactement l'inverse. L'ascèse, c'est le meilleur moyen pour que le désir se maintienne en tant que tel, puisqu'il ne sera jamais détruit par sa satisfaction. Alors voici ce qu'il écrit en parlant de désir. Nous ne pensions plus au plaisir et à ses fêtes. Donc attention à ne pas faire ce contresens. Je pense que même, on pourrait considérer que l'anti-Oedipe, ce texte, explique assez pourquoi 68 n'a pas marché, pourquoi mai 68 a fini en quelque sorte en eau de boudin. On ne pouvait pas jouir sans entrave, c'était pas comme ça qu'on allait être des êtres désirants. On a confondu le désir et sa satisfaction, et finalement, en ce faisant, on a tué le désir. Donc il ne faut surtout pas confondre le désir et le plaisir. Le plaisir est certes agréable, mais il est ce qui vient interrompre le processus du désir. D'où cette idée que l'ascèse puisse être la condition même du désir. Et on voit notamment Deleuze et Guattari défendre la poésie courtoise, l'amour courtois, puisque c'est un amour qui au fond a très très bien compris la structure du désir, loin de refuser le désir, puisque les poèmes courtois ne cessent de manifester le désir de l'amant pour sa dame. Loin de refuser le désir, ce qu'il s'agissait de faire, c'était d'en repousser toujours le plaisir, la satisfaction, parce que la décharge de ce plaisir, sa satisfaction, aurait interrompu le désir. Donc l'amour courtois n'est pas du tout une privation du désir, mais au contraire, le processus même du désir. On le voit ici donc, Deleuze, paradoxalement, grand défenseur du désir, est aussi le grand défenseur d'une ascèse, et sûrement pas de cette politique 68ard de satisfaction sans limite. Alors, précisément, que reproche cependant Deleuze à la loi? Si on a cru que Deleuze s'en prenait à la loi et donc incitait à la fête et à la transgression, c'est parce qu'il s'en prend de fait à la loi, mais sans pour autant inciter à la fête et à la transgression. Alors, que reproche-t-il à la loi? Il reproche à la loi d'être l'expression d'un désir. La loi se pose contre le désir, mais a oublié, cette loi, qu'elle est elle-même
l'expression d'un désir, si la loi est née, si la société de contrainte, d'oppression est née, c'est parce qu'elle est l'expression elle-même d'un désir. Tout naît, vous vous souvenez au niveau cosmique, du désir. Il n'y a de corps que parce que les désirs ont rencontré d'autres désirs. Donc forcément, la société permissive est le fruit d'un désir, mais la société de répression est expression d'un désir aussi. À part qu'il reproche donc à cette loi de ne pas comprendre quelle est l'expression même du désir. Et de quel désir est-elle cette société de répression l'expression? Eh bien, du masochisme. Le masochisme, c'est cette façon de désirer paradoxale, puisque je désire ne pas désirer. Donc lorsque on parle de masochisme, on retrouve un petit peu, il me semble, l'idée nietzschéenne que la société du castratisme était une société qui elle-même était passionnelle. Je vous renvoie donc au texte que nous avions travaillé dans le Crépuscule des idoles, où il apparaissait que le castratisme n'était pas du tout l'expression d'une morale, d'une raison ou d'une intelligence, mais l'expression bête de passion très spontanément et primitivement exprimée. Donc en l'occurrence là, le masochisme est de cet ordre-là, il castre, il refuse finalement le désir, mais notre société est complètement soumise à un seul désir, à ce désir masochiste qui est extrêmement dominant dans l'histoire de notre culture, puisqu'il a traversé la culture à travers le christianisme, mais également, vous le voyez, à travers, paradoxalement, la psychanalyse elle-même. Qu'est-ce qu'il reproche donc au masochisme? Eh bien, c'est que ce masochisme, finalement, a rompu avec le désir dans sa pluralité. Le désir a plein de voies, VOIES, a une multiplicité de voies d'expression, et comme le masochisme domine l'histoire de notre culture, eh bien on a refusé l'expression multiple du désir. Toutes les machines que nous avons créées, nous sommes nous-mêmes des machines et nous avons créé des machines, sont composées de cette libido. La libido comme production, le désir comme flux, quelle qu'elle soit. Toutes les machines sont créées à partir de la libido. Donc, pourquoi avoir mis l'accent sur cette machine-ci, sur cette machine qui est le masochisme et qui a généré des sociétés de contrition et de refus du désir. Au fond, on pourrait refuser de restreindre le désir à ce seul agencement-là. Cet agencement répressif n'est pas le seul agencement possible qui puisse naître du désir. D'où, et je finirai là-dessus, la liste qui vous est proposée au bas de la page 207 de votre manuel, où l'auteur nous dit, ben voilà, il y a plein d'agencements possibles, le désir peut générer des agencements très diversifiés. Par exemple, se promener est un désir, dit-il. Écouter de la musique, ou bien faire de la musique, ou bien écrire, sont des désirs. Un printemps, un hiver, sont des désirs. La vieillesse aussi est un désir, même la mort. À travers cette liste, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'au fond, le désir se situe à plein de niveaux et on ne peut pas le restreindre, comme la société masochiste a essayé de le faire en orientant vers une voie de discipline. Il y a 1001 façons d'exprimer le désir, y compris d'ailleurs dans des choses qui pourraient nous sembler négatives, l'hiver, la vieillesse, la mort, et bien tout cela est encore l'expression du désir. Alors c'est vrai qu'il nous dit, on va m'objecter quelque chose. On va m'objecter quelque chose, c'est que par exemple, bah, moi, j'ai pas le temps de me promener. J'ai pas le temps de me promener. J'ai pas le temps d'écrire. Ma vieillesse est odieuse, elle est terrible. Elle est une longue agonie. Eh bien, il nous dit non. Tous ces éléments relèvent encore de la rencontre, donc du désir. Si bien que la seule affaire de Deleuze, dit-il, il dit ma seule affaire, c'est l'expression qu'il utilise, c'est que, je cite, chacun, individu ou groupe, chacun construise le plan d'immanence où il mène sa vie et son entreprise. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une démarche finalement individuelle. Chacun, chaque groupe, ça peut être aussi une logique de groupe, va construire son propre plan d'immanence, au lieu de se soumettre à des organisations déjà existantes, à des destins tout tracés. L'individu, c'est sa sagesse, c'est la sagesse de Deleuze, doit être lui-même celui qui va construire son propre plan d'immanence, mener sa vie et son entreprise à sa manière. S'il reste soumis à un plan d'organisation extérieur à lui-même, c'est là qu'il sera manquant.
Qu'est-ce qu'un sujet manquant? C'est un sujet qui se soumet à un plan d'organisation extérieur à soi. Vous retrouvez l'idée que le conatus est quelque chose de subjectif, de personnel. On avait dit que chaque individu désirait à sa façon, chez Spinoza. Et donc, à travers ce refus d'un plan d'organisation extérieure à moi, je me libère, puisque je suis à l'origine de la destinée que je me forge. L'auteur nous dit, lorsque vous vous soumettez à un plan d'organisation extérieure à vous-même, vous manquez précisément les conditions qui rendent un désir possible. Vous manquez les conditions qui rendent un désir possible. Donc il ne faut pas manquer les conditions du désir possible. Pour que le désir soit possible, il faut qu'il ait une infinité de voies devant lui. C'est vous qui allez choisir vos rencontres, qui allez choisir d'exprimer ou de ne pas exprimer tel ou tel désir. Et je finirai sur une expression que j'ai trouvée très belle. On avait parlé de la puissance du désir, dont se revendique ici Deleuze en s'inspirant de Spinoza et de Nietzsche. Eh bien, il nous dit que les plans d'organisation auxquels nous nous soumettons, la loi, la morale, l'État, la religion, sont toutes des façons d'impuissanter, alors c'est un verbe bien sûr qui est un néologisme, donc faites attention, mettez-le entre guillemets, ce sont toutes des façons d'impuissanter notre désir. Ça nous rend impuissants, ça rend notre désir impuissant, puisque ce désir ne sert plus à créer de nouvelles réalités, notre réalité, à être audacieux, révolutionnaire, à nous libérer des carcans et à exister véritablement. Non, ça nous impuissante. Je vous donne la phrase. Les organisations de forme, donc ces organisations de forme, vous voyez, ça renvoie tout de suite au plan d'organisation transcendante dont on a parlé ensemble. Les organisations de forme, les formations de sujets impuissantes le désir. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a éclairé sur cet auteur difficile. Je vous retrouve dans quelques temps pour la partie 3, elle sera assez synthétique puisque je ne vais que parler de la thèse de Marlène Zarader, de Ne rien désirer. Je vous remercie et bon courage pour la suite, bon travail.